Les activités économiques sur notre commune sont extrêmement diversifiées, comme vous le savez. Depuis le début des années 70, les municipalités successives ont toujours eu à cœur de tout mettre en œuvre pour faciliter le développement de nos entreprises. Le bulletin municipal distribué en ce début d'année permet aux entreprises de s'exprimer et aux Pleucadeuciens d'en savoir un peu plus sur la situation de chacune de nos principales entreprises. Ces entreprises industrielles et artisanales représentent près de 600 emplois sur notre commune. C'est à la fois du travail pour des habitants de notre commune, mais également pour les communes environnantes, dans un rayon de 40 km, voire plus, puisque certains cadres n'hésitent pas à venir de 80 km tout proche de la région rennaise. Je ne peux pas vous parler d'activité économique sans faire un point à ce jour sur l'avenir de l'ex-site Doux. C'est un sujet de préoccupation quasi quotidienne pour l'équipe municipale et plus spécialement pour notre maire et moi-même qui voyons au quotidien ces bâtiments vieillir et donner une image négative pour notre commune et pour l'entreprise que je dirige, Cap Maltête, juste de l'autre côté de la rue. En 2016, nous vous avons annoncé qu'un repreneur rachetait ce site pour développer une activité autour de la valorisation des algues en vue de proposer des alternatives aux matières plastiques pour la réalisation d'objets comme des règles, des tailles-crayons, des gobelets, des pots pour les fleurs ou des urnes funéraires. Le dirigeant de cette société nous expliquait alors qu'il allait transférer très vite l'activité d'Algopac implantée à Saint-Malo qui se charge de la mise au point de ces produits. Les mois ont passé et au cours de cette année 2018, nous avons compris que le projet industriel à mettre en place serait plus long que ce que nous avions pensé au départ. David Coty, responsable de ce projet au sein du groupe Lireco, est en train de tisser un réseau de relations et d'expertise autour du travail des algues afin d'assurer des approvisionnements en algues brunes à partir de gisements qui existent loin de Pleucadeuc, soit sur les côtes Guadeloupe-Martinique, parfois de temps en temps des quantités importantes qui arrivent sur les côtes sud-bretonnes et peut-être demain des fermes aquatiques sont envisagées au sud-Loire. En fin d'année 2018, une nouvelle société impliquant 3 partenaires, dont l'Ireco, et 2 autres spécialistes de la transformation des algues, a été constituée avec un capital d'1,5 million d'euros. L'objectif de cette société est de sécuriser les approvisionnements en algues du site de Pleucadeuc. Nous sommes en relation régulière avec cette nouvelle structure. Parallèlement à ces discussions et démarches, au cours de l'été, nous avons travaillé le dossier de la rénovation des bâtiments avec la cellule économique de la communauté de communes. C'est ainsi que OBC a missionné un cabinet extérieur pour évaluer les coûts de déconstruction des bâtiments trop vétustes pour être rénovés et de rénovation pour les autres, et se préparer ainsi à accompagner le repreneur dans la reconfiguration du site. Il est important que la communauté de communes inscrive dans son budget 2019 ce besoin d'accompagnement. Je sollicite à ce titre Jean-Luc devant vous. La compétence économique étant au niveau communautaire, nous travaillons de façon concertée sur ce projet. Il s'agit de la mise en place d'une nouvelle filière pour notre secteur géographique avec des possibilités d'investissement et d'emploi qui peuvent être extrêmement conséquents. L'économie de notre commune, c'est également les commerces, les artisans, les services qui contribuent à la vie locale. La plaquette de Pleucadeuc présente toutes les activités en place, en principe. Si votre entreprise n'y figure pas, n'hésitez pas à prendre contact avec la mairie. Cette plaquette sera remise à jour au cours de l'année 2019. Les activités agricoles sur notre commune se sont diversifiées au cours de l'an passé. Nous avons aujourd'hui 4 exploitations en filière biologique, dont l'installation d'un jeune chef d'exploitation. Un centre équestre est en cours d'installation, des installations conventionnelles qui investissent également régulièrement, soit 11 permis de construire délivrés pour des bâtiments agricoles au cours de l'année 2018. Notre commune, en tant qu'acteur économique, n'est pas en reste. Au travers de l'ensemble
des travaux réalisés. Nous avons réalisé des travaux d'entretien sur nos voiries communales, sur un linéaire de plus de 3,5 km en dehors du bourg. Une carte présente ici l'ensemble des linéaires qui ont pu être rénovés depuis 2008. Dans le cadre de l'aménagement des rues du bourg, nous avons également un programme pluriannuel qui va durer à peu près 3 ans encore. Fin d'année 2018, ont débuté les travaux dans les rues Saint-Cadoc, les Églantiers, Saint-Julien, le hameau du Chêne et les abords du cimetière. Ces travaux sont toujours impressionnants lors de la réalisation des réseaux sous-chaussées, de par d'abord les diamètres de bus qui peuvent être mis en place, parfois des bus carrés pour permettre un meilleur écoulement des eaux pluviales. Nous savons qu'il peut y avoir également des désagréments liés au bruit, liés aux difficultés de circulation, liés à des problématiques d'accès ponctuels sur certaines propriétés pendant le temps des travaux. À ce sujet, dans l'avancée de ces travaux, une déviation sera mise en place courant de la semaine prochaine pour les riverains du hameau du Chêne et de la rue Saint-Julien. Ces riverains seront informés par courrier déposé dans les jours à venir. André Guillemot, qui suit au quotidien ou presque ces travaux, est votre contact privilégié en cas de besoin, ainsi que Nadège en mairie. Des travaux ont également été effectués en 2018 sur des bâtiments communaux, comme l'espace pour la pratique des arts martiaux dans la mezzanine de la salle des sports. La remise à niveau également de certains équipements de cette salle multifonction et la préparation de chantiers de construction de la deuxième partie du pôle médical rue Pasteur. Concernant l'urbanisme, le lotissement du domaine des Roches, la commercialisation des lots de la première tranche a été très active fin 2017 et en 2018. 16 lots sont vendus et construits et 2 lots sont en cours d'acquisition. De ce fait, nous avons réalisé la viabilisation des 24 lots de la seconde tranche, dont les premières réservations débutent. Nous avons également tenu notre engagement de réaliser les finitions de la première tranche au plus vite sur cette fin 2018. Quelques travaux de finition vont être faits dans les semaines à venir. Autre sujet d'urbanisme, il y a un an, Monsieur le maire vous annonçait le lancement de notre démarche de révision du PLU qui date de 2005. Comme expliqué dans l'édito du bulletin municipal, cette démarche est indispensable pour une mise en conformité de notre document ancien, aujourd'hui qui fait référence, mais avec des besoins d'aménagement de notre commune et les textes entrés en application depuis une dizaine d'années, et encore ces mois derniers, de nouveaux textes sont venus compléter. Au cours de cette première année de la démarche, nous avons travaillé avec 2 cabinets extérieurs. La boîte de l'espace pour la partie PLU et le cabinet TICA pour l'établissement du plan de référence du bourg. Ces 2 démarches sont très complémentaires et doivent nous permettre d'avoir une vision prospective en matière d'urbanisme pour les 10 ou 15 ans à venir, voire plus. Comme nous avons déjà pu le dire, de façon collective ou dans le cadre d'entretiens individuels en mairie, certains terrains qui sont actuellement constructibles ne le seront peut-être plus dans quelques mois. Le SCOT, adopté au mois de décembre par le pays de Ploërmel, devrait être validé par les services de l'État dans le trimestre à venir. Il a été négocié des possibilités de poursuivre des constructions dans des parcelles intégrées dans les villages de plus de 10 habitations constituant un hameau. Si cette règle est validée au niveau du SCOT, nous devrions pouvoir la reprendre dans notre futur PLU. Cette démarche de révision de nos documents d'urbanisme est menée de façon concertée en associant des élus, des pleucadociens membres d'associations ou des représentants de différentes activités de notre commune et les 2 cabinets spécialisés bien entendu. Au cours du mois de février, nous allons tenir une réunion avec les représentants des services de l'État ainsi qu'une réunion publique avant que le conseil municipal n'adopte le plan d'aménagement et de développement durable, le fameux PADD. C'est une étape importante de la démarche PLU qui présente de façon globale et cohérente le projet et les objectifs d'aménagement et d'urbanisme retenus pour l'ensemble de la commune. Pour préparer au mieux ce document, nous avons découpé la commune en 11 secteurs qui ont fait l'objet de visites afin d'identifier à chaque fois des éléments de patrimoine à préserver, des arbres remarquables à conserver
Propos de Loïc, je confirme en particulier ce qu'il a dit au sujet du projet Algopac Lireco. C'est un gros projet, lourd, long et compliqué à mettre en œuvre, car il intervient dans un domaine totalement innovant, vous l'avez bien compris, et à partir d'une ressource qu'il faut sécuriser dans le temps. Comme il l'a dit, la création d'une société commune pour assurer cette ressource entre l'Ireco et d'autres partenaires que nous ne pouvons pas citer ici, mais ils sont de taille, sérieux, connus, crédibles, est un élément encourageant pour l'avenir. Je compléterai seulement sa présentation sur deux ou trois points, deux ou trois informations. Pour ce qui est de nos plus grandes entreprises, la CAP qu'il dirige, il était plus mal placé que moi pour en parler, la CAP qu'il dirige au sein du groupe Jean Floch se porte bien et investit. L'assemblée annuelle de son personnel qui s'est tenue hier, ici même, en présence du patron du groupe, Michel Boulère, l'a encore démontré. BCF, dont je salue la forte représentation, là ils sont trois là au second rang, BCF continue à tisser sa toile à travers le monde, à exporter beaucoup et à investir énormément en Plecadec. C'est un atout de taille dans notre secteur. La SARI, qui a doublé sa surface de locaux il y a 3 ans, a un nouveau projet d'extension. Marlux est devenu Alkern en changeant d'actionnaire et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je m'arrêterai là, car la liste serait trop longue des entreprises de toute taille qui font la vie et la richesse de notre commune et du secteur. Que tous les patrons, les dirigeants de toutes ces entreprises, grandes ou petites, soient remerciés, ainsi que les salariés, leurs salariés, qui les font tourner au quotidien. Juste un mot sur quelques installations déjà faites ou imminentes en complément de ce que l'on a dit. Loïc a parlé de l'installation du centre équestre par transfert de Séné, de la réserve de Séné, où il ne pouvait pas s'étendre, de transfert de ce centre équestre à Kergaux à Plecadec, au Kergaux à Plecadec. Je ne sais pas si Yanaël Ledoroux ou Vincent Guimard seraient là. Les parents sont là. Vous leur transmettrez mes bons voeux. Il faut y ajouter 2 dieux Ramonache à Grand Fond. Je ne sais pas si les frères de Dieu seraient là. La Pite Frippe qui fait revivre les vitrines du bar Olivier au cœur du bourg. Est-ce que Christelle, pardon. Christelle n'est pas là. Elle travaille d'ailleurs, je crois. La Petite Frippe, je l'ai dit. Les transports Marzelière au Brétin. Gilbert m'a passé un message tout à l'heure pour s'excuser parce qu'il était retenu chez un client à Quimper, mais vous avez vu le bâtiment qui est construit et l'entreprise va s'y installer. À l'ancienne mairie, comme on continue à l'appeler pour l'instant, pas trouvé de nom, et où il ne reste plus qu'un cabinet disponible, se sont installés Coralie Bénite, en 2018, naturopathe, Eva Landverlin, psychologue, et Michael Gros-Stéphane, neuropsychologue. Tous les 3 sont excusés ce soir. Et ce, en plus des 3 professionnels déjà en place, et que j'ai repérés dans la salle, Vincent Allaire, ostéopathe, Camille Robineau, magnétiseuse, et Maïté Passier, réflexologue plantaire. Nous souhaitons à chacune et à chacun pleine réussite à Plecadec. Je n'oublie pas Alexandre et Céline Cœur d'Acier, qui vont enfin pouvoir reprendre la boucherie-charcuterie, puisqu'ils ont signé aujourd'hui même avec le propriétaire des murs. Tout arrive à qui sait attendre. Celui-ci n'aura pas facilité les choses avec eux, pas plus qu'avec leurs prédécesseurs, Hervé et Corinne. Je n'en dirai pas davantage. Je propose à Alexandre et à Céline de se lever. Bienvenue à eux et pleine réussite aussi à Plecadec et bienvenue également à leurs petits qui va venir renforcer les effectifs de l'école. Les perspectives pour 2019 sont de bon augure. Nous pouvons donc être raisonnablement optimistes pour l'avenir. Nous le sommes d'autant plus que nous allons engager très prochainement des travaux dans l'ancienne maison Épaillard, en plein cœur de bourg, maison attenante au salon de coiffure, pour y créer 2 espaces commerciaux, dont l'un sera occupé dès le printemps prochain par une esthéticienne, une jeune esthéticienne qui s'installe, Marie Brohan, qui habite Pluerlin, présente ici, je crois, Marie. Marie. Mesdames, et pourquoi pas messieurs, n'allez plus en dehors de Plecadec à partir du printemps prochain, s'il vous plaît. Marie sera là. Bienvenue, Marie.
et bonne réussite à Plécadec. Par ailleurs, c'est un secret de polichinelle que la grande maison d'Annilay, située au pied de l'église, avec un espace professionnel conséquent en rez-de-chaussée, n'intéresse pas grand monde, à part la commune. J'ai un bon contact avec la famille. Nous allons, au sein de la municipalité, mener une réflexion pour savoir ce que, à terme, nous pourrions en faire, même si nous avons une ou deux idées déjà. En dehors de cela, et des travaux qui sont en cours, sont prêts à démarrer quelques projets aboutis. Le plus urgent, car il s'agit de sécurité, et le maire que je suis risque gros, la rénovation du préau du restaurant scolaire, dossier qui est un bon exemple des difficultés ou des aléas qui empêchent une avancée aussi rapide qu'on le voudrait. Il y a 6 mois qu'on a découvert ce problème. Il est moins pour les enfants qui sont dans le préau eux-mêmes, puisque la rangée de parpaings qui est sur le haut, qui se décolle du toit, penche vers l'extérieur. Mais pour autant, il y a régulièrement des gens en dessous à l'extérieur. Autre projet qui va démarrer, la rénovation de la chapelle Saint-Joseph. Et cette fois, il faut qu'on y arrive, monsieur le comte, sans perdre plus de temps. Cette chapelle est le dernier élément de notre patrimoine à rénover, car après cela, on aura en 12 ans, comme promis, restauré tout notre patrimoine. De l'église à nos 3 chapelles, en passant par le lavoir ou les Puy-Jumeaux, et je vous en passe. Une souscription est ouverte près de la Fondation du patrimoine, comme vous avez pu le lire dans notre bulletin, pour contribuer à la rénovation de cette chapelle Saint-Joseph. La réalisation d'un local semelle pour la pédicure podologue, tout à côté de son cabinet, en pignon de la résidence Pasteur, à l'emplacement d'un local poubelle qui ne sert pas. Ce local semelle viendra remplacer celui qui existait dans l'ancienne école publique, déconstruite pour laisser place à l'opération menée par Armorique Habitat. Précisément, le projet le plus important, qu'a rapidement évoqué Loïc, le plus structurant aussi pour notre bourg, et qui doit démarrer incessamment, c'est-à-dire le mois prochain, est la construction avec Armorique Habitat d'une maison médicale bis, en face de l'actuelle, rue Pasteur, avec 5 cabinets médicaux et paramédicaux en rez-de-chaussée, et 6 logements, dont 3 individuels à l'arrière. Cette opération va venir conforter notre pôle médical en centre-bourg. Elle nous ouvre la perspective d'installation effective d'un 3e médecin, actuellement remplaçant du docteur Carole Mingot. Carole Mingot, excusez ce soir, et que nous espérons voir revenir elle-même courant de cette année. C'est en tout cas le vœu le plus cher que nous formons pour elle. Les médecins, par ailleurs, sont excusés. Je crois que Séverine, la secrétaire, est là. Oui, merci Séverine. Nous avons déjà un ensemble de professionnels de santé étoffés et de qualité, composé de gens jeunes en majorité, un peu plus mûrs pour quelques autres, tous compétents et agréables, ce qui aide sans aucun doute à bien vivre à Plécadec. Marie-Alix de l'Antivie de Trédion, orthophoniste, est venue les rejoindre en septembre. Merci à tous. Merci à elle, merci à tous. Marie-Alix n'est pas là, je pense. Non. Quelques autres projets sont à l'étude. La poursuite, par l'avenue de Paris, de notre programme pluriannuel d'aménagement des rues pour des raisons de sécurité d'abord et de rénovation des réseaux ensuite. Si ces travaux de réseau sont sans doute dérangeants, comme Loïc l'a dit, notamment pour les riverains, une fois tout rebouché et le revêtement refait, ils sont vite oubliés, mais aussi l'argent qu'on y a mis, parce qu'on y met beaucoup d'argent. L'aménagement d'un chemin piéton vélo de la gare, c'est-à-dire de la voie verte jusqu'au bourg. Nous en parlons depuis un moment. Nous espérons qu'enfin, le conseil départemental va faire l'aménagement de sécurité réclamé avec insistance à la gare et qui devrait permettre de lever les dernières réticences à nous céder les morceaux de terrain nécessaires à la réalisation de ce chemin important en termes de sécurité pour les usagers de la départementale et aussi de la voie verte qui traverse cet endroit. Un local pour les chasseurs, où ils pourront, comme dans pas mal d'autres communes désormais, dépecer le gros gibier. Les bénévoles de la société de chasse feront eux-mêmes une partie des travaux. Des gradins pour le terrain d'honneur de football, pour lesquels la commune fournira les matériaux, je dis bien la commune fournira les matériaux, pour une réalisation par les bénévoles de la Jeanne d'Arc, sous la conduite, entre autres, de Lucas Rouillet. C'est bien dans ce sens-là, c'est bien la commune qui fournit les matériaux, et ce n'est pas la Jeanne d'Arc qui les fournit, comme c'est écrit dans le bulletin municipal. Merci aux bénévoles de la société de chasse et de la Jeanne d'Arc. La rénovation et l'extension des locaux des services techniques sur le site actuel, en changeant l'accès principal, qui ne se fera plus près du monument aux morts,
mais par la rue Louis-Marcil. Ces travaux, étudiés avec le cabinet Barbier, permettront en particulier de loger le nouveau matériel acquis récemment, dont tracteurs, remorques, mini-pelles. La rénovation et l'extension du restaurant scolaire, qui date de 1984, et qui a été déjà un peu améliorée en matière acoustique il y a quelques années. Les effectifs augmentant, nous avons ressorti l'étude faite en 2011 par le cabinet Bléair et commencé à imaginer avec lui comment nous pourrions tirer le meilleur parti de ce bâtiment et du terrain disponible à l'arrière. En matière de communication, je ne parlerai pas davantage des projets que Cécile a abordés, pas plus du programme annuel de voirie que Loïc a présenté, ni de la révision générale du PLU, qui est tout de même un gros chantier. Nous avons quelques autres idées, mais vous conviendrez que nous avons déjà de quoi nous occuper tout au long de cette dernière année complète du mandat. Et oui. Et ce d'autant plus que tous ces travaux en cours et tous ces projets nécessitent des tas de réunions et beaucoup de travail. Travail de préparation, de recherche, de réflexion, de contact, travail administratif surtout, dans un pays où les normes foisonnent, du travail technique aussi. Les élus que nous sommes ne pourraient pas grand-chose s'ils n'étaient pas bien assistés par un personnel compétent pour étudier les projets, monter les dossiers et pour faire fonctionner les services au quotidien. Dans cette équipe du personnel, sous la direction de Nadège Saïb-Urban, que je remercie pour sa très grande disponibilité, chacune et chacun remplit une mission qui, à quelque endroit qu'il soit, est indispensable au fonctionnement. Et je propose d'applaudir tout ce personnel. Ça passe pas, mais c'est fait exprès, c'est pour qu'on ne soit pas embêté pendant nos réunions. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de réseau. Donc, un mot sur le réseau de téléphonie mobile et sa piètre qualité dans notre commune, comme dans un certain nombre d'autres, j'en conviens. Je vous ai fait part ici même par le passé, dans nos bulletins ou lettres d'information, de mes courriers recommandés, répétés aux opérateurs, avec copie à toutes les autorités. Free d'abord, puis Orange ont accepté de construire chacun leur pylône, puisque Orange n'a jamais voulu s'installer sur le pylône du petit opérateur. Et je me souviens bien ce que j'ai dit l'année dernière, il n'y aura jamais de pylône dans le Bordeaux-le-Cadec. Un an après, je vous dis, si on veut avoir Orange, il vaut mieux qu'il construise aussi son pylône. Voilà. Celui de Free, près de cette salle multifonction, là, juste derrière, sera pourtant plus haut, 35 mètres, que celui d'Orange, 25 mètres. Même si l'altimétrie là-bas du terrain, prévue là, l'installation est prévue sur le petit bout de terrain, route de Rochefort-en-Terre, là où est installé sur centrale téléphonique. Je pense que là-bas, il y a quand même quelques mètres de plus. Il n'empêche que. Free a effectivement démarré son implantation par le dévoiement du réseau d'eau pluviale, là, derrière, aux abords du terrain de football et de cette salle, et va poursuivre à partir de la mi-février par la construction du massif béton. Du côté de chez Orange, dont le dossier administratif est tout à fait à jour et l'autorisation d'urbanisme accordée depuis plusieurs mois, on nous annonce un démarrage imminent. Fort de notre expérience avec eux, et quand on sait comment ils fonctionnent, hein, nous les élus, qui les alpagons souvent, je crains qu'il faille encore les relancer, car nous n'avons pas, je pense, la même notion de l'imminence qu'eux. Pour autant, d'ici la fin de cette année, au plus tard quand même j'espère, nous devrions pouvoir profiter d'une qualité de communication bien améliorée. Nous allons continuer à harceler les deux autres opérateurs pour qu'au moins l'un d'entre eux vienne sur le pylône de Free. Cela ne sera pas le cas d'Internet. La situation ne sera pas améliorée d'ici la fin de l'année, alors que nous savons comment ça peut ramer à certains moments, à certaines heures en particulier. Alors que certains se félicitent, et j'en ferais autant si j'étais à leur place, d'être bientôt raccordés à la fibre, nous sommes tout un secteur, plusieurs communes, à devoir attendre 2030 au moins, ce qui est une éternité. Oui, mais vous pouvez protester. Il faut que tout le monde entende que vous n'êtes pas content. C'est une éternité. Certes, je connais la politique du département, la politique de Mégalithe, d'ailleurs dont je suis administrateur, mais je me demande pourquoi, au niveau de la région. Je connais aussi et surtout le coût du déploiement du très haut débit. Mais comment peut-on accepter cette différence de traitement, cette différence de service à ce jour en 2019 ? Nous savons tous l'importance des communications et de l'Internet pour nos entreprises et aussi pour nos concitoyens, les concitoyens que nous sommes, à qui on demande
Et on demandera encore plus à l'avenir de faire en ligne, et seulement en ligne, des tas de déclarations, de demandes, de dossiers, etc. C'est donc un vrai sujet à remettre sur la table. Pour ce qui est de l'Oust à Brocéliande Communauté, notre communauté de communes, vous vous attendez sûrement que j'en parle comme chaque année. Mais ayant ce soir, comme vous le savez, la chance d'avoir son président avec nous, Jean-Luc, et je te remercie encore parce que je suis vraiment très touché qu'il soit là, je lui en laisserai le soin de dire où nous en sommes dans notre vie commune. Pour ma part, je peux préciser que 2 ans après cette fusion, forcée pour nous, c'est pas un mystère, les choses se sont tout de même mises plutôt correctement en place. Nous avons trouvé un modus vivendi, une organisation qui ménage les uns et les autres et laisse place dans le débat à un moment ou à un autre à chaque commune. Car c'est important que chacune soit représentée pour faire entendre sa voix et ne se sente pas exclue. Par contre, après échange avec des collègues maires, ou en interne ici avec mes adjoints, ayons une vigilance toute particulière sur 3 points. Attention à ne pas grossir nos effectifs, car 190 salariés, c'est déjà pas mal. Attention à ne pas vouloir augmenter les compétences à tout prix, quand bien même il y aurait une carotte financière de l'État, car on sait par expérience, et encore plus en ces temps de disette, que si ça existe, c'est seulement ponctuel. Notre conseil municipal a refusé la compétence PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. D'abord et avant tout, parce que nous avons une révision générale de notre vieux PLU en cours et que nous entendons la maîtriser jusqu'au bout. Mais il y avait aussi, chez beaucoup de mes collègues, cette crainte de voir notre communauté devenir quelque chose de trop gros, qui favoriserait sans doute les 3 pôles, Malétroit, Guerre, Lagacilly, et supprimerait de la proximité, celle que tout le monde réclame. C'est là précisément notre 3e point de vigilance. Oui, attention à ne pas faire quelque chose de trop gros, à ne pas renforcer la technocratie, à l'heure où nous voyons déjà une certaine désaffection dans la participation des élus aux réunions des commissions communautaires. Je sais qu'à un moment, certains ont pu ne pas se sentir suffisamment écoutés, c'est pas mon cas, mais c'est important que tout le monde sente qu'il a une place. Mais je sais que tu y es attentif, Jean-Luc, puisqu'on en a souvent parlé, qu'on a rectifié le tir d'ailleurs il y a quelques temps, et tu diras peut-être un mot. Ce sont là quelques points de vigilance qui ne nous autorisent pas cependant à jeter le bébé avec l'eau du bain et à tout rejeter. Pour la partie qui me concerne davantage, puisque j'en ai la vice-présidence, à savoir le développement économique, je pense que nous avons trouvé une organisation et une proximité avec les chefs d'entreprise qui ne peut être que profitable pour le développement de notre territoire. Je me félicite aussi pour ce qui est de l'étude de réhabilitation de l'ex-site Doubs, de la prise en compte et de la réactivité, comme l'a dit Loïc, de la communauté de communes qui a la compétence économique que n'a plus la commune. Je me félicite aussi que la communauté continue à assurer sur notre commune des services en faveur de l'enfance-jeunesse. C'est important pour nos familles. En conclusion, et vous l'aurez bien compris, nous n'allons pas demander le divorce. Au contraire, tant qu'à faire, nous allons essayer de consommer ce mariage un peu plus et un peu mieux. La communauté prend de plus en plus de place dans notre quotidien par les compétences qu'elle exerce. Pour autant, notre premier bassin de vie, là où se crée plus facilement le lien social, là où s'exercent les solidarités de voisinage, reste bien la commune. Regardez le nombre d'associations dans chacune de nos communes. Plouéc-Auteuil n'est pas en reste, avec sa bonne trentaine d'associations actives pour 1800 habitants. Car nous sommes bien 1800 habitants, et même sans doute quelques unités de plus, et pas moins comme les prévisions de l'INSEE publiées à chaque début d'année l'indiquent, dans l'attente des résultats du recensement qui se font attendre. Chacune de nos associations organise au moins une manifestation annuelle, mais la majorité plusieurs, et quelques-unes beaucoup, des manifestations locales ou des manifestations de plus grande ampleur, même internationale. Pour ces manifestations, nous n'avons pas de peine à trouver des centaines de bénévoles, jusqu'à 400. Cela est possible grâce à la mobilisation tout au long de l'année de responsables et de bénévoles que je remercie. Je remercie particulièrement parce qu'ils finalement assurent quelque chose qui ressemble à un service public, les bénévoles des associations de notre école locale, car celle-ci tient une place primordiale dans la vie de notre commune. Les bénévoles de l'association de gestion du restaurant scolaire,
les maîtrises qui secouent notre pays, si des revendications sont légitimes, la tournure des événements et la violence notamment sont inacceptables. Nous les maires, mais également d'autres élus, et certains d'entre vous aussi peut-être, nous connaissons les problèmes de nos administrés, les fins de mois difficiles pour les uns, et ce n'est pas toujours ceux qui se manifestent le plus, qui sont le plus en difficulté. Les problèmes de travail ou de santé pour d'autres, les problèmes de famille, les problèmes avec les enfants, les problèmes de couple, les problèmes d'isolement, etc. Tous, nous recevons et voyons beaucoup de monde dans des rendez-vous formels en mairie, 4 ou 5 pour moi en mairie, rien que demain matin. Dans des déplacements à domicile, au moins demain. Dans différentes manifestations ou rencontres, où on n'hésite pas à nous parler de tel ou tel problème, à nous alpaguer parfois, et c'est très bien. La solution, je crains que personne ne l'ait. Mais on sent bien, nous en particulier les maires, on échangeait là-dessus en bureau de l'association des maires du Morbihan hier après-midi, que beaucoup de gens, dans nos territoires ruraux, et également dans des quartiers urbains, ont besoin de sentir qu'ils existent dans cette société déshumanisée, qui va vite, trop vite, qui éloigne et qui exclut. L'argent n'arrangera pas tout. L'argent seul. Maintenant, le grand débat national est lancé. Et on compte beaucoup sur les maires pour qu'il se passe bien. Sur les maires qu'on avait un peu laissés de côté un moment. Même si 2000, dont j'étais, ont été reçus à l'Élysée à l'occasion du congrès fin novembre. Alors ce débat, comment on peut le mener? Ce débat national et pas local. Nous avons en mairie, depuis la mi-décembre, à disposition de toute personne qui le demanderait, au cas où, un cahier de doléances qui est vierge. Une réunion dans chaque commune sur les 4 thèmes proposés est impossible à tenir. Le bon niveau serait plutôt celui de l'intercommunalité. C'est l'orientation prise hier en bureau de l'association des maires, dont le compte rendu dans Ouest France ce matin m'attribue des propos qui ne sont pas du tout les miens. Je n'ai jamais parlé de rebelles en particulier. Une réunion à l'échelle intercommunale, c'est aussi ce vers quoi on tendrait au sein d'Oust-à-Brocéliande communauté. Tu nous en diras sûrement plus tout à l'heure, Jean-Luc. En fin de compte, et nous avons tous intérêt à ce que ce grand débat serve à quelque chose, car il faut que l'on sorte de cette crise dont les conséquences économiques, pensons à certains commerçants, et donc sociales, vont être lourdes. En outre, il ne faudrait pas que ce grand débat, cette crise, se prolonge et vienne polluer les élections européennes du 26 mai prochain. Au vu de quelques questions un peu fermées dans la lettre du président, c'est un risque. N'oublions pas ce que l'Europe nous a apporté, en effet. Des normes, bien sûr, dans des tas de domaines, souvent renforcées, il faut le dire, ou compliquées au niveau national, et dont je suis le premier à me plaindre parfois. Mais lorsque l'on voit avec un peu de recul ce que l'absence totale de normes entraîne, on s'interroge. Dans pas mal de pays, par exemple en matière thermique ou en matière de construction, comme en Californie d'où nous arrivons, vous n'avez aucune norme. Et vous pouvez construire ou reconstruire comme vous voulez. Quand vous voyez qu'à la première étincelle, les maisons brûlent, là, vous vous dites, heureusement qu'il y a des normes en Europe. Et l'Europe, c'est bien plus que cela. C'est aussi le développement, la prospérité, à travers des aides, et surtout une monnaie commune, une libre circulation, et des marchés plus larges. Et c'est aussi un poids face à la Chine, à la Russie, aux États-Unis, etc. L'Europe, c'est surtout la paix. Imaginons, on vient de fêter l'an dernier le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. En 2019, nous allons commémorer les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Imaginons 75 ans sans guerre ou presque sur notre continent. Nous n'avions jamais connu. C'est l'Europe. Alors, lorsqu'on fait le bilan avantages-inconvénients, il n'y a pas de doute. N'écoutons donc pas tous les nationalistes ou les populistes de toutes poils qui font déjà des ravages dans plusieurs pays. Voyez la Hongrie, voyez le Brexit. Enfin, pour terminer, sur une note plus personnelle, et puisque certains d'entre vous, depuis quelques mois, m'ont déjà interrogé sur le spleen des maires. En d'autres termes, serais-je atteint par ce mal qui se répand dans les mairies
et qui aurait gagné beaucoup de mes collègues qui n'en peuvent plus et arrêtent. Oui. Des jours, des matins ou des soirs, je peux me dire que je serai enfin bien mieux avec ma famille. Mais ça repart, et je continue à remplir avec passion cette mission qui nous oblige à regarder vers l'avenir et surtout à toujours nous intéresser à l'humain. Il sera bien temps, après échange en famille puis en équipe municipale, d'en parler dans un an. Vous l'avez bien compris, nous n'allons pas dételer avant d'arriver au bout du champ. Belle année à tous. Parce qu'on a pris l'habitude de se voir assez régulièrement et de travailler ensemble. On a essayé de conserver, il fallait bien un président. On a un triumvirat avec Pierre Roussette aussi, qu'on associe les 3 anciens présidents de l'ex-communauté de communes. Et on est au service du territoire. Vous dire que, d'abord vous présenter mes voeux à tous et à toutes de prospérité, de réussite dans vos projets et de santé. Moi j'ai beaucoup relativisé les choses. Quand on rencontre des problèmes de santé, l'essentiel c'est bien cela, c'est un trésor précieux. Mais la vie continue. Vous dire aussi que, je vais vous parler naturellement de la communauté de communes, que nous sommes au 2e anniversaire de ce regroupement, que ça a été pendant ces 2 années une année de transition, d'organisation de l'institution, de l'organisation des services. On n'a pas encore atteint notre régime de croisière, mais je pense que tout sera prêt pour que l'équipe qui sera en place en 2020, on leur présentera une organisation assez efficace. Vous dire aussi que moi je suis maire d'une des 3 communes qui était un ex-chef-lieu de canton, mais je suis très attaché, de par mes origines aussi rurales, au développement des petites communes, et que l'union fait la force et qu'on n'oubliera pas les 26 communes qui font partie de la communauté de communes, pour faire en sorte que si les plus grandes se développent, elles essaiment autour de la plus grande pour que l'activité se développe aussi. Alors on a travaillé l'année dernière, et même avant, ici d'ailleurs, c'était à Pleuc-Cadoc fin 2016, on avait prévalidé un avant-projet de territoire. Un projet de territoire, c'est un cap qu'on se donne à échéance de quelques années. Et on l'a adopté en avril, et l'économie est au premier rang de ses priorités, parce que, Alain l'a dit, c'est la ressource principale pour la collectivité, mais aussi pour développer des services. Je disais souvent que l'économie est au service des autres priorités de la collectivité. La deuxième, je reviendrai sur l'économie tout à l'heure, parce que ça a beaucoup été évoqué, c'est une compétence de la communauté de communes, et moi aussi j'y suis très attaché, et j'essaie de m'y impliquer avec Alain presque au quotidien, avec les collaborateurs de qualité aussi dont nous disposons. Le deuxième, c'est les services à la population, où j'ai entendu tout à l'heure la notion de proximité, il faut les maintenir, même si la communauté s'est agrandie, et puis la préservation des ressources patrimoniales, mais aussi des ressources naturelles. Je pense souvent à la problématique de l'eau, et l'eau, c'est un bien aussi indispensable, il faudra que nous soyons vigilants. Je prends cet exemple. En interne, nous avons travaillé aussi sur la cohésion des équipes. Il fallait agréger un certain nombre de personnes qui ne se connaissaient pas, comme les élus d'ailleurs. On travaillait les uns à côté des autres, mais on ne se connaissait pas. Et c'est pas simple. Je pense qu'on y est arrivé en écoutant un peu les desiderata des uns et des autres. Alors, on a parlé d'effectifs. Moi aussi, j'ai le souci que le regroupement devrait permettre de faire des économies, y compris en matière d'effectifs, sauf si on prend des compétences nouvelles. Or, quand on lit les statistiques, l'intercommunalité, malgré qu'elle ait été mise en place pour reprendre des compétences des communes, les effectifs ont partout et beaucoup augmenté. Donc nous sommes très vigilants. Cette année, par exemple, nous avons eu une stabilisation, voire une baisse de la masse salariale, et on s'y tient, parce que c'est une des principales dépenses de la collectivité, et si on ne la maîtrise pas, ça ne permet pas d'engager d'autres chantiers. Vous dire aussi qu'on a un atout ici, les municipalités successives, tu l'as dit tout à l'heure, on construit un territoire ici économique important, et il ne faut pas oublier non plus tout ce qui est en retrait des 4 voies, mais on a quand même un atout stratégique important. On est sur la route Rennes-Vannes, d'un côté à 20 minutes de guerre de Vannes, Boal juste ici aussi de Rennes, pardon, et ici à 20 minutes de Vannes, avec 6 parcs d'activités. Et donc je pense que c'est quand même un atout important pour pouvoir développer nos secteurs d'activité. Alors moi je dis souvent que je suis très attaché à la polycentralité.
Il y a d'autres communautés de communes, il y a une ville-centre importante qui capte tout. Nous, on a 3 ex-chefs-lieux de canton, je ne reviens pas à ce que je disais tout à l'heure. S'ils se développent tout à côté, ça permet aussi aux autres communes de se développer. Enfin, moi, c'est notre souci, c'est mon souci permanent. Alors, on a pris aussi de nouvelles compétences. La gestion des milieux aquatiques et de la protection des inondations en 2018. Cette année, depuis le 1er janvier, Alain l'a dit, 2 compétences nouvelles, l'eau, et puis sport et nature. On n'a pas adopté la compétence PLUI, peut-être qu'on a été trop vite. Vous savez que le texte prévoit qu'il y ait une minorité de blocage, un certain nombre je crois que c'est 14 000, je ne sais plus combien, 14 communes qui se sont prononcées, qui représentent 15 000 habitants, qui représentent aussi la minorité de blocage. Du coup, la compétence n'a pas été adoptée, donc peut-être qu'il faudra qu'on y reviendra. Moi, je n'ai pas forcé la main pour déposséder les communes, mais ça participait éventuellement d'un projet d'aménagement du territoire intéressant, où on aurait été obligé de se concerter beaucoup plus en termes de création d'habitat, enfin, etc., etc. Alors, il y avait la carotte financière, peut-être, si elle avait été maintenue, puisqu'on nous promettait, avec une intégration des compétences, 400 000 € de plus, et on s'était engagé à financer les révisions de plus qui sont obligatoires, et les cartes communales 1 an après l'adoption du SCOT, pour les plus de 3 ans. Et bon, on verra, mais peut-être qu'on y reviendra parce qu'on nous l'imposera, et l'objectif c'était de vraiment anticiper. Juste, je vais vous parler des grands chantiers, puis je vais revenir un peu sur 2-3 points qu'a évoqué Alain, dont la friche industrielle dont on parlait tout à l'heure. Donc on a la piscine qui est à côté, ici à Malétroit. Il y en a eu quelques vicissitudes. On a dû porter plainte, enfin saisir le tribunal administratif. Il y a eu un certain nombre d'expertises qui ont été réalisées. On est au terme. On a relancé l'appel d'offres. Les réponses sont à fournir avant la fin du mois. Et je pense, mais je ne vais pas m'avancer trop, que ce sera prêt au dernier trimestre et qu'on pourra ouvrir la piscine d'un trimestre. Ça génère des frais supplémentaires, c'est de l'ordre de 800 000 €, mais je vous rassure, ça ne pèsera pas sur le contribuable, puisque les assurances interviendront pour nous rembourser. Le deuxième chantier qui n'est pas loin non plus, c'est le musée de la Résistance, qui est un musée national. Là aussi, on a finalisé, on a retardé un tout petit peu parce qu'il y avait un dépassement d'enveloppe. On a finalisé les choses cette semaine. On va avoir un projet autour de 3 600 000 € qui avait été déjà initié, instruit par l'ancienne communauté avec un financement et des aides importantes. Donc ouverture en 2021. Le multi-accueil, on est très attaché aussi à une bonne répartition des services sur le territoire. On va ouvrir sans doute, construire un multi-accueil, on va un pôle communautaire à l'Agacie, gouvernement des pompiers qu'on va étendre à celui de Malétroit et de grande qualité, de 3 750 000 € sur 5 ans, 750 000 € par an sur 5 ans, sur les différentes phases. La phase 1 est entamée à l'Agacie, à Guerre, à Malétroit. Il va y avoir une phase 2 autour de ces communes. Et puis j'ai rencontré cette semaine le directeur général de Mégalis. Il avait demandé à venir nous rencontrer ici. Et il nous a proposé une montée en débit sur 7 points du territoire qui nécessiteront, il faudra qu'on propose, on va en parler en bureau mardi, un budget supplémentaire qui permettrait de monter en débit ce qui existe aujourd'hui sur le territoire. Donc on est très attentif à ça parce que ça participe aussi du développement local. Je passe sur le plan local d'habitat, même si c'est important. Moi, j'ai la volonté que nous ne dévelions pas à outrance les effectifs. Et il y avait des doublonnages aussi, parce que les collectivités travaillaient les unes à côté des autres. Donc, on peut vous rassurer, vous serez vigilants. Je ne reviens pas sur les compétences. Il s'agit, plus on intègre des compétences, plus des fois on a des dotations financières, mais c'est pas ça l'objectif, c'est d'aller vers un projet harmonieux qui participe d'un aménagement équilibré du territoire. Moi, j'ai ce souci, tant vis-à-vis de la population que vis-à-vis du développement économique. Mais il n'y aura pas des parcs d'activité partout parce que c'est pas possible. Mais on a en projet une extension, par exemple, du parc de Serran, de Saint-Abraham, des travaux sur le parc d'activité aussi à Guerre, à Valcoric. Donc ça sert de toute façon le collectif. Sur Algopac, donc Alain et moi, on a eu plusieurs rendez-vous. On a rencontré M. Coty, le dirigeant. On est vraiment sur ce projet. Alors ça prend du temps, mais on est vraiment mobilisé. Et si d'aventure il n'y avait pas d'inscription budgétaire, ce que je ne le crois pas, puisqu'on a prévu 600 000 € cette année, on veut être très réactif de telle façon à ce que s'il y avait besoin, même plus,
on prendra une décision modificative. Moi, je suis moi-même venu avec Alain sur le site, on a visité avec le cabinet d'études, qui nous a fait une étude pour voir quelle était la meilleure fonctionnalité des locaux qui correspondrait à l'activité exercée. Donc on a fait très vite, puisque on a dû voir ça au mois de juin, fin juillet, mi-août, c'était prêt. Sauf que M. Coty attend un petit peu, il faut d'abord qu'il acquiert une partie du site pour qu'on ait cet engagement d'engager ensuite les travaux. Mais on sera très réactif, je te rassure là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas plus que ça. Si les gilets jaunes, donc moi il y a eu des événements, il y en a eu à la guerre notamment à l'échangeur du Valcoric. Moi je trouve qu'il y a effectivement des revendications légitimes, mais il faut que ça s'arrête à un moment, il faut discuter, il faut que ça s'apaise, il ne faut pas qu'il y ait non plus de débordement et de violence. Alors maintenant nous sollicitent les maires. Moi je disais, je viens de sortir un magazine, je dis dans mon édito que peut-être que le président aurait pu écouter un peu plus les maires. Il y a eu des remontées qu'on lui a faites, il y a eu des modifications ou des réformes qui ont été engagées sans qu'il y ait quelques consultations que ce soit des collectivités locales, ce qui est dommage. Maintenant il ne faut pas être idiot, il faut engager le dialogue, sauf que moi je pense qu'il devrait des fois s'inspirer aussi des fonctionnements en termes de privilèges, d'avantages des économies du nord de l'Europe, où ça coûte beaucoup moins cher, parce que le train de vie de l'État aussi, il faudrait qu'ils y réfléchissent un petit peu de temps en temps. Tout état de cause. Et ça prie même la provocation. Moi je me souviens d'un déplacement en avion du Premier ministre qui est revenu pour 350 000 €, où le président de la République, il n'y a pas longtemps, je ne suis pas là pour faire de la politique nationale, qui a pris un avion pour faire 110 km, et qui va en vacances alors que les gilets jaunes sont sur le terrain, à Saint-Tropez. Enfin, je trouve que c'est totalement désadapté. Ceci pour dire que moi j'ai proposé cette semaine, j'ai saisi tous mes collègues maires par un mail, en leur disant qu'effectivement le bon format, c'était peut-être de traiter ça au niveau de la communauté de communes. Nous, on est prêts à être facilitateurs, mais pour qu'un débat fonctionne, il faut qu'il soit neutre en matière d'organisation et qu'il y ait des perspectives d'action. Si c'est pour nous réunir, moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, parce que la réponse, c'est pas nous qui devons l'apporter. Les réponses qui sont à apporter sont de portée nationale. Et je pense qu'au premier lieu, au premier chef, c'est les parlementaires qui doivent être là. C'est eux qui votent la loi. C'est eux qui contrôlent le gouvernement. Et donc, moi, j'ai proposé, il y a eu des remarques, des remontées, je pense à Noël. Il faut qu'on organise ça très très bien, peut-être au niveau de table ronde, et on va essayer de le proposer au niveau de l'intercommunalité. Moi, j'ai ouvert aussi un cahier de doléances à guerre, j'ai renvoyé les informations là-haut. De toute façon, mais il faut faire attention parce que tout n'est pas possible non plus. On pénalise les entreprises, tu l'as dit, parce qu'elles ne sont pas approvisionnées en matière, et donc ça génère des problèmes économiques. Et puis, il y a déjà eu 10 milliards qui ont été prévus. Si on en met plus, c'est les générations futures qui vont en pâtir. Même si, moi je considère qu'il y a des efforts et il y a des revendications qui sont justes. En tout cas, on va s'inscrire, si mes collègues sont d'accord, dans ce dispositif, et en y associant aussi les représentants du gouvernement sur le territoire, c'est-à-dire les représentants de l'État. Mais moi je suis, comme Alain, comme tous, ouvert au dialogue, mais pas dans n'importe quelle condition, et puis qu'on ne nous saisisse pas, nous les maires, quand on s'aperçoit que c'est indispensable, alors qu'on les a un peu ignorés, je le dis comme je le pense jusqu'à présent. Voilà, je m'arrête là. Ceci étant dit, je voulais vous renouveler mes meilleurs vœux de bonne année, de bonne santé. Je ne doute pas avec